Bon, on commence. Je ne pense pas qu'il arrive d'autres personnes. Alors, écoutez, c'est la QDR Québec qui organise cette rencontre-là en partenariat avec le réseau des bibliothèques, parce que le réseau des bibliothèques, c'est un très bel endroit pour nous. Un petit peu. Il y en a qui n'entendent pas? Oui, c'est ça. Oui, il y en a qui n'entendent pas. Venez-vous en avant, là. Vous pouvez même approcher vos chaises ici. Oui, bon, ben, on commence, on va avoir un micro. On va avoir un micro, je pense que c'est mieux. Vous pouvez même les approcher, hein? Ouais. On est. Je vais attendre. On ne mord pas personne. C'est vrai parce qu'ils sont quand même. Oh, mais moi, je pense que c'est correct. Non. Elle l'est pas. En commençant, est-ce que vous venez, je sais qu'il y en a de l'ancienne Lorette, il y en a-t-il d'autres qui sont un peu du Berger, des Saules? Est-ce que c'est tout, vous êtes tous de, toutes, on va dire au féminin, hein, les gars, là, le pas en Moses. Fait que vous venez tous du centre-ville de Québec ou pas mal toutes, oui? On est à 5 minutes à pied. Oh mon Dieu, les chasseuses. Ah, on va être bien avec ça, là, un micro. Et à part ça, il y en a-tu d'autres qui sont un petit peu plus loin? Est-ce qu'il y en a de Charlebourg, la Couronne-Nord? Cap-Rouge. Cap-Rouge. C'est bien. C'est bien. Parfait. Tu vas nous checker pour l'heure, à un moment donné, si on dépasse notre demi-heure, tu vas dire. Donc, là, là, 5 minutes avant, tu dis. Ouais. Attends un peu. D'accord. Est-ce qu'il est en force, le micro? Attends qu'il branche. OK. Hey. On met les dans le milieu, c'est parfait. Ça. Chacune, on pourra. Il faut te le repasser. Non, mais dans le milieu, ça va. Non, tu restes. Mais non. Ben oui. Mais non, mais il faut fort que tu. Ah, il faut que je change. Il faut fort que tu le fasses. Ça marche, ça? Non, il ne fonctionne pas. C'est un peu plus long du début, mais ça va marcher. J'aime ça, entendre ça. Vraiment ça. Oui, on est. Hey, mais là, vous allez entendre, imaginez, mais peut-être trop entendre. Je ne sais pas. Alors, écoutez, c'est la QDR Québec qui vous offre cette belle rencontre sur les femmes aînées. Et puis, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, je voudrais vous présenter l'équipe de la QDR Québec parce que je ne suis pas seule. Moi, je suis la présidente de la QDR Québec, je suis Judith Gagnon. Je suis accompagnée par M. Sadiki Kiavomba, qui est notre coordonnateur administratif et technique, parce que je vous dis que si on ne l'avait pas, on aurait des difficultés. On a aussi M. Lansana Bangura. M. Bangura est recherchiste. Il a terminé son 2e cycle universitaire en sciences sociales. Et puis, il fait tous nos textes, nos recherches, parce que tous les contenus, c'est pas mal M. Bangura qui nous les fait. Parce qu'on veut être à la fine pointe, alors on est content de l'avoir. Et je vous présente aussi M. Éric Dessart, qui est le travailleur de milieu de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Parce que vous savez, 2 travailleurs de milieu, ces travailleurs de milieu-là rencontrent les aînés. Vous pouvez même le rencontrer tantôt. Et puis, il peut vous référer à des ressources. On a aussi l'opportunité d'avoir une autre travailleuse de milieu qui est d'un autre organisme. Voudrais-tu te lever et te présenter? Bon, vous voyez, et il y a 2 personnes
qui sont aussi membres du conseil d'administration de la QDR Québec, Mme Michèle Rémy, que vous voyez, et Mme Huguette Rivard. Je t'ai vu, Huguette. Il faut le dire que nous, on travaille beaucoup en collaboration. Alors aujourd'hui, pour qu'on ait une présentation ouverte et complète, j'ai demandé à Mme Monique Voisine de venir se joindre à nous pour parler de la situation des femmes aînées. Alors, je vais vous la passer. Monique va parler clairement de la première partie. On a aussi, vous voyez, du visuel. Et puis moi, je parlerai de la deuxième partie. Alors, on s'est organisé pour avoir chacun quelque chose d'important à dire. Alors, Monique, tu te présentes, puis moi, je me présenterai après quand ça sera ma partie comme femme aînée. Alors, vas-y, Monique, et prends ma place, parce que tu vas passer des acétates. Bon. C'est le tien. Oui, c'est le mien. Moi, j'aime pas ça jouer avec la souris. J'aime pas ça jouer avec les souris. Ça fait que. C'est pas la souris? Non, c'est Ah, il va se occuper. Il va s'en occuper. Bon, ben, salut tout le monde. Ben, moi, je suis à la retraite, comme plusieurs d'entre vous. J'étais conseillère à la condition féminine au syndicat de la fonction publique pendant 20 ans. Et avant, j'ai travaillé au conseil du statut de la femme. La condition féminine, je connais ça un petit peu. Et par la suite, ben, je suis militante au Centre Femmes d'aujourd'hui, qui est vraiment quasiment vos voisins, là, dans la rue de l'autre côté. Et je suis dans les groupes les plus militants, comme l'Aire des centres de femmes, comme le regroupement des groupes de femmes de la région ici, et la Fédération des femmes, et tous ces éléments-là font que je suis à la fine pointe des revendications et tout ça là, à l'heure actuelle. Merci d'être venu. Fait que pour commencer, toi, tu te présenteras à ta partie. À la partie. Bon. Le son, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, là-bas, ça va. Donc, vous avez en première partie l'introduction. Je vais mettre ça, mon cher. On veut parler un peu de l'évolution des femmes, grosso modo, depuis 1950 et tout l'impact qu'il y a sur les changements qu'il y a eu à travers cette époque-là, l'impact sur les femmes aînées d'aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est un peu la ligne du temps. Dans les années 50, hein, on sait tout à peu près qu'est-ce qui se passait. On sortait de la guerre. On était en plein, comme on appelait nous autres, on était dans une période difficile là, où est-ce que l'Église avait une grande majorité, une mainmise sur nos façons de faire, mais aussi du côté économique, c'est que souvent les femmes avaient participé au marché du travail pendant la guerre, mais quand sont revenus les hommes, heureusement ils sont revenus, mais ils ont repris leur travail, donc on a vraiment repoussé les femmes dans le milieu domestique, dans les tâches domestiques, la famille, le baby-boom, faire beaucoup d'enfants et tout ça. Et il y avait des barrières structurelles et par la suite, je vous expliquerai un peu de ces barrières-là. Par la suite, je vous donne juste la ligne de temps. Il y a eu la révolution tranquille, les années 60 et autres, qui ont permis peut-être d'avoir des conditions un peu plus favorables. Et ça a permis la participation accrue des femmes, soit au marché du travail, soit un engagement plus communautaire, plus politique. Mais par contre, malgré tout ça, encore, dans cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des inégalités persistantes. Si on fait un peu, si on donne un peu plus d'exemples des défis que les femmes avaient dans ces années-là, 50 à 70 à peu près. Moi, je suis née en 51, ça fait que c'était en plein dans mon range là,
Et moi, je pense à ma mère. Ma mère qui, malheureusement, a dû quitter l'école en troisième année pour soutenir, c'était la période de la grande crise économique, donc c'était la plus vieille de la famille. Il fallait qu'elle aide vraiment là, à la famille. Mais par contre, par la suite, elle a toujours gardé un intérêt pour la lecture, pour se tenir à l'aide. Comparativement à mon père, qui était un analphabète. Analphabète complètement. Elle ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Il savait compter, par exemple. Donc, vous voyez, c'était l'époque. C'était l'époque. Et durant cette période-là, les années 50 à 70, les rôles des femmes étaient beaucoup concentrés sur la famille, les rôles traditionnels, tout ça. Et l'éducation, c'était vraiment peut-être laissé un peu de côté pour les femmes. Et difficile d'accès aussi, d'avoir accès à l'éducation supérieure. Si on pense aux femmes médecins, la médecine, si on pense au droit, si on pense à l'enseignement supérieur. Tu sais, tu pouvais être secrétaire, tu pouvais être enseignante dans ce temps, maîtresse d'école. Ensuite, on pouvait être infirmière, des choses comme ça. Tu pouvais faire une sœur, si c'est sûr. Mais c'était des choses. Mais il y avait aussi, dans le milieu du travail, les femmes travaillaient beaucoup dans les manufactures. Les manufactures, ça, c'était très mal payé, des conditions de travail épouvantables. Et il y avait beaucoup d'harcèlement sexuel. Vraiment, c'était difficile. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez entendu parler, les femmes étaient obligées de quitter le travail quand elles se mariaient. Quand elles avaient des enfants aussi, c'était vraiment, et tu devais, je vois les madames de la FEAS, elles savent vraiment de quoi je parle, elles devaient quitter, elles étaient obligées, ce n'était pas volontaire. Donc, ça entraînait tout ça, une dépendance économique par rapport au mari, tu ne divorçais pas trop dans le temps, tu restais avec même s'il était malavenant, c'est parce que si tu quittais la maison, tu étais dans la dèche complètement. Voilà, on change notre type. Je suis bien rentrée avant, il est juste là. Les rôles traditionnels. OK. Là, on a encore des dates importantes pour l'émancipation des femmes, les années 60. On parle de, justement, la Révolution tranquille. On a des réformes législatives. Je donne toujours l'exemple de Claire Coquelune-Casgrain, qui était la première femme ministre au gouvernement du Québec. Elle a réussi à faire passer la loi pour la capacité de la femme mariée. Ça veut dire que tu n'avais plus besoin de traîner ton mari pour aller signer un chèque à la banque ou bien des affaires de même. Là. Ça fait que c'était vraiment une très grande évolution des droits des femmes qu'elle a fait voter. Il y a aussi dans les années 70 l'arrivée des congés de maternité. Hein, le 18 semaines, tout ça, c'était vraiment une grande... Ça a été revendiqué par les groupes de femmes et par les femmes des comités de conditions féminines des syndicats. Fait que bravo à toutes ces femmes qui se sont battues pour ça. Ensuite, les femmes avaient accès, grosso modo, dans les années 70, ça commençait à avoir accès à des postes de responsabilité dans les entreprises, puis dans le gouvernement aussi, dans les institutions, dans la fonction publique. Ensuite, on arrive aux années 80-2000 pour les femmes aînées. Ça commence à bien aller. Là. Ça commence à bien aller. On a l'équité salariale, enfin l'équité salariale. Mais vous savez que l'équité salariale, c'est encore comme ça. Il faut faire une plainte. C'est encore des individus, les femmes, qui doivent faire cette plainte-là pour pouvoir aller faire reconnaître la vraie valeur de leur travail. Parce que c'était ça, c'est vraiment l'idée de ne pas reconnaître à sa juste valeur le travail des femmes qui, souvent, est dans un milieu de soins aux personnes, qui est un peu le prolongement de leur façon de faire ou de ce qu'on fait à la maison. Hein. C'est pour ça que la valeur n'est pas nécessairement bien reconnue. Ce qui amène l'équité salariale, une meilleure sécurité économique, meilleur salaire, meilleures conditions de travail. Entre autres, la question du harcèlement sexuel, les politiques contre le harcèlement sexuel, je vous dirais que ça a été quelque chose à faire appliquer aussi, le harcèlement psychologique aussi. Et ça a vraiment aidé à avoir une meilleure vie au travail, puis une vie dans l'ensemble, une meilleure qualité de vie.
Et la participation politique des femmes, elle s'implique de plus en plus comme députée. Elle se présente à différents paliers, au municipal, provincial, fédéral. Donc, on les voit plus, quoiqu'il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir de ce côté-là. Et je vous dirais qu'il y a de la participation politique aussi dans les groupes communautaires, à la base, dans la rue. Comme la Fédération des femmes du Québec, il y a eu la grande marche du Pain des Roses, puis on va faire justement une commémoration du 30e le 7 juin. Je vous invite tout le monde devant le Parlement le 7 juin. Il va y avoir cette commémoration-là du Pain des Roses. Et par la suite, il y a eu chaque 5 années, on fait une grande marche mondiale des femmes aussi. Ça aussi, je vous invite le 18 octobre prochain. C'est à Québec que ça se passe, puis vous allez avoir plus d'informations. Et c'est quelque chose de mondial. C'est vraiment extraordinaire. Bon. Et là, on s'est rendu à notre point 2. Ça va? Jusqu'à présent, ça va? Je parle assez clairement, pas trop de bafouillage, c'est bon. Je rouillais un peu, il fait longtemps que je n'ai pas parlé devant plein de monde comme ça, c'est super. Je suis contente. Donc, on va plutôt tracer le portrait démographique là, des femmes aînées au Québec. C'est vraiment, merci, hein, c'est vraiment super là, les chiffres qui ont été sortis. Ça date de 2022 parce que c'est l'Institut de la statistique qui sort les chiffres et c'est selon les recensements, tout ça. Donc, on a toujours une année ou deux de flottement. Mais quand même, en 22, le Québec comptait 1 810 000 personnes aînées, âgées. Ça veut dire 65 ans et plus, dont 53 % sont des femmes. C'est vraiment formidable, la moitié de la population, là. Et ensuite, la question de l'espérance de vie. 77 % des centenaires, on espère tous être centenaires, mais en forme, hein, naturellement, au Québec sont des femmes, 77 % des centenaires. Et ensuite, la proportion de genre, 33 % des femmes aînées vivent seules. Il y en a le tiers qui vivent seuls, là, des femmes. Donc, ça n'aide pas pour la situation, avoir une situation économique intéressante, je vous dirais. Ça va pour ça. Pardon? Le nombre exact, non, mais toi, tu le sais. Oui, monsieur le sait, c'est tout. Plus de 3 000, dont 2 700 et quelques. Vous avez noté ça quelque Ouais. part. Oui, il y en a beaucoup. De plus en Voilà. plus. Et c'est 3 596 centenaires, dont 2 784 femmes et 812 hommes. Hein? Bravo. Quand vous voulez des chiffres, Ouais. on a quelqu'un de compétent. Notre spécialiste en chiffres. Bravo pour ces centenaires-là qui ont vu vraiment plein d'améliorations dans leur vie, mais il faut continuer à se battre pour les garder, ces améliorations-là, avec ce qu'on entend parler de ce temps-là. Les inégalités économiques persistantes, c'est ça que je disais, malgré tous ces avancements-là, il y a quand même des difficultés concernant le revenu des femmes aînées. Vous voyez la différence du revenu entre les femmes et les hommes de 24 100 $ pour les femmes et 34 200 pour les hommes. Ce n'est pas la panacée, 34 000, imaginez 22 000. Là. Donc, ce n'est vraiment pas extraordinaire quand tu es rendu à la retraite d'avoir seulement ces montants-là. Ensuite, le taux de pauvreté chez les femmes aînées, vous voyez, 17 % des femmes aînées vivent en situation de faible revenu, contre 10 % pour les hommes aînés. Mais l'ensemble des personnes aînées, je pense qu'ils ont vraiment un revenu difficile à la retraite, et spécialement les femmes, parce qu'il y a toutes sortes de périodes dans leur vie où est-ce qu'elles se sont retirées du marché du travail. Et ça n'a pas été comptabilisé pour les retraites, pour le régime des rentes, tout ça. Et il y a aussi, le régime des rentes, ça date de tant d'années que ça non plus. Fait que vous voyez, c'est cette situation économique-là, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut revendiquer des revenus adéquats pour les gens à la retraite. Parce que c'est bien beau, ça. Quand tu as un revenu adéquat, tu as une santé qui va à l'avenant, tu es moins stressé, ta santé mentale va bien. Tout ça, ça va dans un continuum. Fait qu'il faut vraiment regarder ces revendications-là pour le futur.
Voilà pour les inégalités. Et peut-être pour dire aussi, si je regarde mes dames de la FEAS, que j'ai dit que j'allais préciser, toute la question des retraites, c'est que tout le travail domestique est un travail invisible et n'est jamais reconnu. Il y avait un économiste qui avait regardé, en tout cas, je ne me souviens pas de son nom, mais qui a regardé si on engageait des professionnels pour faire le travail à la maison, puis tout ça, là, comment est-ce que ça augmenterait justement le produit intérieur brut, puis tout ça, là, on donnerait de la vraie valeur. Mais la valeur du travail domestique n'est pas vraiment mis de l'avant, puis il n'y a pas une bonne évaluation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut changer aussi. Et un élément pour regarder la pauvreté, l'appauvrissement, c'est l'accès au logement pour les femmes aînées, entre autres. Vous voyez, les femmes aînées qui vivent dans un logement non abordable. Non abordable, ça, c'est un peu le discours à l'heure actuelle, un logement abordable, non abordable. Mais dans les faits, le FRAPRU, qu'est-ce qu'il recommande? Ça, c'est une association qui recommande vraiment le droit au logement adéquat, puis d'une façon plus facile d'accès selon votre revenu. C'est 25, ça ne doit jamais dépasser 25 de votre revenu. Hein? On a entendu parler d'une maison pour les aînés à Stoneham. Leur logement ne dépassera jamais 25 de leur revenu. Avec ça, au moins, tu peux te payer un peu de nourriture, puis un peu d'autres choses, un peu de côté social avec le reste du revenu. Fait que non abordable, ça veut dire que c'est en dessous du marché. Si les logements en général sont 2000, 2100, ça peut être 2000, puis considérer que c'est abordable. Fait que c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un logement social qui correspond à 25 de ton revenu. C'est une autre revendication qu'on fait, le FRAPRU, mais l'ensemble aussi de la Fédération des femmes, tout ça, on fait cette revendication. Vous voyez, il y a quand même 19 des femmes qui sont dans une situation qui est non abordable en 21. Voilà. Ensuite, l'isolement social. Je vous dirais, moi, j'aimerais rajouter un élément. Souvent, quand on rencontre au centre de femmes et tout ça, l'idée, c'est que moi, je suis dans une maison, une vieille maison, besoin bien souvent de rénovation et tout ça, mais je reste là, c'est là qui est le moins cher. Je suis capable de rester là. Si je veux m'en aller dans une RPA, une maison, personne, hey, à 3 000 $ par mois, je suis capable de me payer ça? Non! Puis il y en a, je ne suis pas tout seul comme ça, il y a vraiment un fossé, quelque chose là, qui manque là, entre quitter ta maison qui est abordable mais que tu n'es plus capable d'entretenir, puis les logements qu'ils nous proposent, là, supposément abordables. Là. Pas vrai. Fait qu'il y a tout ce bassin-là qu'il faut vraiment remplir puis revendiquer. Sinon, là, ça ne marche pas. Là. Tu sais, on va rester dans des logements insalubres parce qu'il y a aussi la question de l'insalubrité. Il y a beaucoup d'aînés qui restent dans leurs logements qui sont insalubres parce qu'ils ont peur ou ils n'ont pas les moyens pour aller ailleurs. Fait que c'est une grande revendication sociale, le droit à des logements adéquats qui ne dépassent pas votre revenu de 25 %. Donc, quand la FRAPRU, on fera nos manifestations, on veut tout voir dans la rue pour réclamer ça. Ensuite, l'isolement social. Les femmes, c'est la raison primordiale pourquoi les femmes viennent se rencontrer, tout ça, pour briser l'isolement. L'isolement social, souvent, les femmes, quand elles sont seules, elles ont besoin de rencontrer et d'échanger et de pouvoir aller chercher des ressources supplémentaires. Es-tu capable de suivre? Ouais? Oui. Merveilleux. Moi, je ne regardais pas, là, j'avançais. Donc, cet élément-là d'isolement social est directement relié au problème de santé mentale. Je pense qu'après ce qu'on a vécu avec la COVID, on le sait, hein? Comment est-ce qu'on a… puis on le sait aussi comment est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir d'un support en santé mentale là, quand on va au CLSC ou bien, hein? Les services, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui peut se permettre des services privés. Hein? Ça fait que… Donc, il faut travailler sur cette question-là de l'isolement social. Je pense que des logements adéquats, des coopératives d'habitation où est-ce qu'il y a plus de monde, il y a aussi Éco-Habitat. C'est vraiment de refaire un groupe social intéressant, varié et qui nous permet d'échanger et de
se valoriser à travers tout ça. Fait que, comme on dit, il y a des conséquences psychologiques, ça a des coûts pour les questions de la santé et ça a des coûts humains aussi. Comment est-ce qu'on peut être mal dans ces situations-là? Ensuite, les écarts éducatifs entre les femmes et les hommes. Ça, on l'a dit un peu au début, que l'accès à l'éducation a été beaucoup plus difficile pour les femmes à différents... et ça s'est perpétué par la suite et à l'heure actuelle, ça l'a comme entraîné un niveau inférieur d'éducation pour les femmes par rapport aux hommes. Pendant que les femmes s'occupaient des tâches domestiques et tout ça, ben, les hommes pouvaient aller se perfectionner et tout. Et ça a aussi un impact, tout ça, sur ta situation financière, ta sécurité financière. Parce que quand tu es à la retraite ou que si tu veux prendre un petit job ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour toi que pour un homme. Fait que on voit les différences qui ont un impact sur différents systèmes de ta santé. Et enfin, les défis pour la santé, des défis sur la santé des femmes aînées. On en parlait, l'isolement, toute la surcharge que les femmes peuvent avoir. Ça a un effet sur la santé mentale. Et la santé mentale, on en parle beaucoup à différentes étapes de la vie, mais moi, je pense que les femmes aînées ont à subir beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et on n'a pas le soutien, vraiment, on ne peut pas attendre le soutien des services publics adéquats là-dessus. Ça fait que c'est une autre revendication qu'il faudra faire pour... Et je vous dirais que la santé mentale, c'est toujours un peu la problématique, là. Quand tu es rendu vraiment que tu as des difficultés, il faut faire du curatif, il faut aider à... Mais la prévention est importante. Si on réussit à avoir justement une sécurité financière à travers ta vie, tu as moins cette préoccupation-là, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est des choses qu'il faut vraiment travailler sur la prévention. Même chose, l'isolement social, il faut toujours garder, on dit que les personnes qui ont un beau réseau social autour d'elles ont 7 à 8 ans d'années de plus à vivre de façon adéquate. Fait que c'est important. Voilà. La sécurité financière. Pour ça, on a parlé pas mal du 24, tout ça, c'est beau. Et enfin, la participation politique des femmes aînées. On dit, on en voit un peu, là, comme député, comme ministre, tout ça, mais je vous dirais que l'important, c'est d'être présente politiquement. Moi, je dis toujours dans la rue, mais on peut faire ça ailleurs aussi. Mais c'est important, on ne fait pas juste élire quelqu'un tous les 4 ans. Il faut être consciente, il faut vraiment suivre la politique, être au courant des grands débats, puis aller parler à notre député de temps en temps. Hein? Lui rappeler qu'on existe. On existe. Ce n'est pas juste les acteurs politiques et les promoteurs immobiliers qui existent. Nous autres, comme humaines, on existe aussi. Fait que la participation politique se fait à différents niveaux. Hein? Continuellement, mais ça peut être aussi au niveau municipal, ça peut être provincial, national, mais quotidiennement, moi, je trouve que c'est vraiment important de travailler. C'est important, premièrement, d'aller voter, de bien s'informer qui devrait avoir les rênes du pouvoir par la suite, mais c'est important aussi d'être au courant de chacun des dossiers politiques, surtout ceux-là qui nous tiennent le plus à cœur. Je pense entre autres à la santé de ce temps-là, hein? C'est quelque chose. Voilà. Et enfin, on s'aperçoit que les femmes sont des très grandes bénévoles. Hein? On compte beaucoup sur nous pour faire tout plein de jobs, tout plein de choses intéressantes. Moi, je pense que toute la question du bénévolat, d'aller donner des services justement à d'autres qui ont des personnes plus aînées, qui ont des problèmes, tout ça. Fait on nous sollicite tout le temps pour être bénévole. Mais quand est-ce qu'on va reconnaître que c'est un travail qui devrait être reconnu, ça, pour la retraite financièrement? Fait que, il y a des pays, elle va nous parler de ça, Judith, il y a des pays qui reconnaissent ça. Fait que les chiffres, on dirait que les hommes font plus,
de bénévolat. Nous autres, on ferait 57, les hommes 69. Mais quand vous regardez les heures, les femmes 137, les hommes 60. C'est merveilleux, mais imaginez que, comme on disait souvent, là, souvent les femmes, elles vont faire beaucoup de soins aux personnes. C'est vraiment très, très, très peu valorisé. Les hommes vont aller changer une ampoule, ils vont aller sortir les poubelles. Alors ça, c'est extraordinaire. Fait que, mais très beau qu'ils fassent déjà ça. C'est bien, là, mais les femmes, c'est vraiment peu revalorisé le travail de bénévoles qu'elles font. Hey, j'aurais-tu tout passé mon affaire dans les temps? C'est correct. Ah, j'ai fini. Merci. Alors, on change de place. On change de place. Hey, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui. Les questions à la fin. Ouais. Les questions à la fin. Là, avant qu'on aille dans les images, les choses, je vais me présenter puis je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. Je suis sûre que vous allez trouver ça vraiment intéressant. Moi, je suis la présidente de la QDR, mais pas juste ça. Je suis une femme aînée. Je suis conjointe de fait avec un homme. J'ai déjà été mariée, divorcée. J'ai 2 enfants et 3 beaux-enfants et 9 petits-enfants. Puis pourtant, ça ne m'empêche pas de tout faire ce que je fais. Je vous le dis pour ça, là. Il y en a qui pourraient dire, ben non, mais regarde, t'es pas là où t'es, mais on peut tout faire dans la vie. Moi, je suis partisane de dire ça. Alors, voilà. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Ma mère, Claire, que j'admire beaucoup, a été à l'université. C'était la première femme universitaire dans la ville de Québec. Elle est allée à l'Université Laval et je me souviens, avec mon père, lui, il était moins évolué, disons. Elle nous disait, on est 2 filles, elle nous disait, vous allez aller à l'université, ouvrez vos horizons. J'étais petite, puis elle nous disait ça. Elle disait, on peut tout faire. Je te dis, écoute, on retourne dans le temps. Puis, on vivait avec ma grand-mère, sa mère, qui a enseigné quand elle était plus jeune. Alors, ma grand-mère, à son époque, quand tu te mariais, tu étais haute. Tu ne pouvais plus enseigner. Mais ma grand-mère, ça y avait fait vraiment beaucoup de peine et elle nous a montré à lire et à écrire avant d'aller à l'école. Fait qu'on avait notre enseignement privé, on était correct. Puis ma mère, tout le long, elle nous disait, pense, envoie, fais ce que tu veux. Peu importe si tu fais une affaire plus qu'une autre, va selon ce que tu veux. Alors, ça fait une programmation dans le cerveau. On est allés tous les deux à l'université. Ma sœur, Lucie, est en train, elle a travaillé, comme moi d'ailleurs, et là, elle a décidé, à 70 ans, de continuer des cours à l'université. Elle est rendue qu'elle fait un doctorat en philosophie. Alors, non, mais elle voulait le faire, puis elle aime ça. Moi, j'aime plus l'action. Il faut que je bouge. Pas de ma faute, je suis bougeuse. Alors, j'ai décidé d'implanter des groupes, d'aller plus loin, d'avoir une vision sociale. Alors, j'ai été dans différents groupes. La fibromyalgie, j'ai mis en place ces associations-là parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient on ne les reconnaissait pas, puis ça n'avait pas d'allure. Fait que ça marchait. Quand j'ai vu que ça marche, je m'en vais. Et là, je suis à la QDR parce que c'est sûr qu'il y a des hommes et des femmes dans la QDR, mais c'est un mouvement progressiste. C'est un mouvement vraiment progressiste qui défend les droits des aînés. Parce qu'on se lève, on n'est pas gêné. On se lève et on dit ça ne marche pas. On a des revendications. Alors, je vous dis, j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis moi, je n'ai même pas, c'est un hasard de la vie. Hein. Fiez-vous, toute vos vies, là, vous voyez qu'il y a du hasard aussi.
On n'est pas toutes organisées. Moi, c'est Norbert Rodrigue qui est président de l'Office des personnes handicapées du Québec et président de la CSN, que je connaissais bien. Quand je suis arrivée à la retraite, il m'a dit, vas-tu te reposer tout le temps ou tu vas faire autre chose? Ben, j'ai dit, je vais me reposer. Puis là, il dit, t'aimerais pas ça faire telle affaire? Puis là, il m'a mis dans la tête d'aller à la QDR, au mouvement QDR. Puis M. Rodrigue, je l'estimais énormément. Ça veut dire qu'il faut profiter des opportunités. Et maintenant, je suis une femme aînée, mais je suis encore ouverte à toutes les opportunités. Je voudrais qu'on comprenne bien, là. On est tous ensemble, tout peut nous arriver. Puis il y a des possibilités, puis il faut avoir des rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, on meurt. C'est important, là, je voulais vous le dire, toujours avoir des rêves. Parce que sinon, la vie est trop plate. Puis ça, la vie plate, c'est non merci. On ne peut pas vivre ça. J'ai apporté un livre aussi. C'est à la bibliothèque, vous l'avez, je pense. Essayez donc de vous trouver ça. Moi, j'ai adoré ça. C'est Gilles Proulx. Le connaissez-vous, Gilles Proulx? Il était quelqu'un. Il a fait 60 portraits de femmes entêtées. Je vous disais tantôt, coller ça dans notre tête quand on veut quelque chose, puis avancer. Puis son titre, c'est « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec ». Alors, je vous le dis, là, il parle d'un paquet de femmes, c'est intéressant. Fait que je vous le dis, si vous l'avez à la bibliothèque, allez le chercher parce que ça vaut vraiment la peine. Hein? Non, mais dans le prochain. Dans le prochain, inquiète-toi pas. Alors là, moi, je suis rendue à la comparaison internationale des femmes aînées. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, hein? Les pays scandinaves sont plus avancés que nous au niveau social. Ça, tout le monde le dit. Alors, Madame voisine, Monique, vous a bien dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un enjeu majeur. Si tu n'en as pas, c'est difficile. Même si on pense, puis on est spirituel, si tu n'as pas une scène, tu sèches. Alors, au Danemark, le Danemark garantit une sécurité financière aux femmes aînées grâce à un système de retraite robuste qui prend en compte les interruptions de carrière. Comme Monique disait, elle est tout à fait dans le bon sens parce que il y a beaucoup de femmes. Écoute, on a des enfants aussi. Là, il faut que la planète se peuple. Puis, on prend du temps aussi pour eux autres. Puis, souvent, les femmes sont des proches aidantes. Tu peux arrêter tout ça. Ben, ils ont pensé à ça. Puis ça, c'est très important. Ça, c'est une demande. Vous allez voir qu'est-ce que je vais vous dire après qu'on va faire. Soins de santé accessibles. On a-tu des soins ici de santé accessibles? Ça dépérit de plus en plus. Fait que le système de santé danois offre un accès universel à des soins de qualité, soutenus par des programmes de prévention et des bilans de santé réguliers. On n'a pas beaucoup de bilans de santé réguliers. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, se retrouvent avec des cancers. Pas parce qu'ils veulent avoir des cancers, mais il n'y a pas eu de prévention puis de bilan régulier. Si on en avait, on dit que ça coûte cher. Pas vrai. Ça ne coûte pas cher. C'est bien mieux pour après. Fait qu'il faut penser à ça. Alors, on continue. En Norvège, je te dis, je veux aller là. On y va avec moi. En Norvège, moi, je veux y aller. Soutien social. La Norvège offre des programmes de soutien social pour améliorer la qualité de vie des femmes aînées. C'est bon, du soutien social. Des fois, tu te retrouves isolé. C'est important d'avoir de l'aide. Santé mentale. On n'a pas beaucoup ici en santé mentale. Des ressources spécialisées à la disposition pour favoriser le bien-être mental des femmes aînées. On n'a pas beaucoup de ça. Vous me direz, si vous en connaissez. Participation communautaire.
On encourage l'engagement communautaire, puis des projets intergénérationnels. Ça va être un enjeu de la QDR 2025-2026, les projets intergénérationnels. Vous allez voir. Et puis, il y a Émilie Raymond, qui est une chercheuse de l'Université Laval, qui parle beaucoup que la participation sociale, c'est important pour conserver notre santé. Alors, on continue. La suite. Stabilité économique et engagement social, retraite sécurisée, encore, accès aux soins, un accès de qualité aux soins pour les femmes, engagement communautaire, c'est un peu comme l'autre, soutien économique, des politiques qui favorisent l'emploi flexible pour les femmes aînées. Important, parce que tu ne peux pas travailler tout le temps, mais tu es capable de faire quelque chose. Puis on avait un gros enjeu de la QTR, je vous le dis tout de suite. L'enjeu, je vais le remettre là, par en avant. On disait qu'à la retraite, on préconisait que quand quelqu'un voulait retravailler, jusqu'à 25 000 $ ne serait pas imposé. On avait demandé ça. Ça n'a jamais été, mais on l'avait demandé. Participation active. Ça, on revient tout le temps là-dessus. Je vous le dis, c'est très important. Il ne faut pas être statique. Parce que le jour où tu deviens statique, tu rabaisses tout le temps. C'est important. On continue. Le Japon, c'est une autre place qu'il faudrait tout aller. Il paraît que c'est super. Le Japon parle de la robotique sur l'autonomie des femmes aînées. La robotique aide les femmes aînées à maintenir leur autonomie. Même ici, hein, ils font des études, ils vont arriver avec ça. On est rendu beaucoup plus loin. On parle de domotique, on parle de suivi médical, de suivi de pharmacie, on parle des téléavertisseurs, de tout ça. Il faut servir la technologie pour nous sécuriser. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour les soins. Important, ça aussi. Il ne faut pas dire que l'intelligence artificielle, c'est pas bon. Moi, je m'en sers beaucoup. Ou à la fin. Les politiques d'emploi flexibles pour les femmes. Important aussi flexible. On continue. La France. Ça, j'aime beaucoup parler de la France. Innovation technologique. On parle encore de la robotique puis tout ça. C'est important. Important, on arrive à un dépassement, on s'en va de plus en plus loin. Pourquoi pas se servir de ça pour qu'on soit mieux? Protection sociale, un système de retraite prenant en compte les interruptions de carrière, il faut les citer. Engagement culturel, important, très important. Initiative gouvernementale, le gouvernement français a mis en place des mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé. Très important, la santé. On continue. Comparaison internationale, leçons pour le Québec. On a des leçons. C'est important, puis nous, ça va nous aider. Modèle de soutien en Norvège, le système de retraite solide, c'est important. Il faut le demander, il faut le mettre, parce que nous, on fait des revendications. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un de nos cahiers de revendications. Le voilà, on en continue, là, un nouveau. Le modèle intègre des politiques de logement abordables garantissant un accès adéquat à des services de santé. L'inclusion politique des femmes aînées est une priorité. Ces approches offrent un cadre efficace pour améliorer la qualité de vie des femmes aînées. C'est sûr, c'est bon. Pratique exemplaire au Japon. Le Japon se distingue par l'utilisation de technologies avancées, des initiatives communautaires, l'éducation permanente et promue. Savez-vous que c'est important de toujours apprendre? Tout le temps. Toute la vie, on peut apprendre. Quand on dit que les aînés peuvent moins apprendre, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
On est toujours capable d'apprendre tout au long de notre vie. Ça, là, il faut se le dire. Ces pratiques peuvent inspirer des politiques au Québec pour mieux répondre aux besoins des femmes aînées. Enjeux transversaux, technologie, âgisme, inclusion. Autonomie des femmes aînées. L'éducation continue est essentielle pour renforcer l'autonomie des femmes aînées. Vous souvenez-vous, là, 30 ans, je me souviens, 40 ans, il y avait des courants de gens qui disaient les femmes, l'autonomie. Lâchez pas votre job. Travaillez le plus que vous pouvez. L'autonomie, c'est important. Vraiment. Ben, voilà. Engagement communautaire, très important aussi. Parce que, en même temps, tu fais du bien aux autres. Tu amènes le mouvement, puis tu amènes des changements sociaux. Fait que c'est très important. On continue. Les femmes aînées et l'innovation technologique, la télémédecine, important, on est rendu là, là. Des soins de santé à distance, la robotique, ça, on l'a dit, important pour accomplir des tâches quotidiennes, autonomie améliorée. Les innovations technologiques nous aident tout le temps, il ne faut pas en avoir peur, il faut les utiliser. Puis, il y a des, je me souviens, il y a des villes ou des quartiers à Montréal, je ne me souviens plus l'endroit, je peux vous le retrouver, où ces coins-là avaient décidé d'aider les gens à utiliser la technologie pour avancer puis pour être mieux. Ça, là, il faut y penser. Là. Moi, je l'ai déjà dit à la Ville de Québec, puis ils ne m'ont pas encore écouté. Fait qu'il faut le dire souvent. On continue. Les femmes aînées, la résilience communautaire, engagement communautaire, ça l'enrichit le communautaire. Rôle de leadership. Il faut aussi devenir des leaders parce qu'on est capable on a assez de vécu pour comprendre la vie, puis savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon dans la continuité de la vie. C'est pas vrai. En vieillissant, je trouve qu'on s'améliore parce qu'on a des comparables, puis on a déjà vécu des choses. Fait qu'à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin. Soutien intergénérationnel. On transmet à nos petits-enfants des valeurs, des choses. Ils nous voient vivre aussi. C'est important. Puis, ils bougent. Moi, je sais que mes petits-fils, ça bouge beaucoup. Puis, je suis contente de voir ça aussi. Puis, on leur transmet des valeurs de persévérance, d'aller tout le temps plus loin. C'est important. On continue. Les stéréotypes âgistes et sexistes doivent être brisés pour permettre aux femmes de s'épanouir pleinement dans la société. Quand on se fait dire, la petite madame, quand on se fait, non, c'est arrivé souvent, qu'on se fait regarder. Moi, j'ai un qui est allé voir un médecin. Je ne sais pas si ça vous arrive. J'aimerais, après, on va parler ensemble. Hein. Vous n'êtes pas, on n'a pas fini. Qui se fait dire, elle a 80 ans, c'est pas vieux, 80 ans. Elle se fait dire par le médecin, ben, à votre âge, c'est correct d'avoir des petites maladies, d'avoir des douleurs, puis tout. Vous savez, c'est normal. Puis il regarde comme ça. C'est pas vrai, c'est pas normal. C'est pas parce que tu vieillis que tu peux pas non plus te faire soigner comme il faut, convenablement. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faut être vigilant, puis regarder ça, puis pas accepter ça, puis le dire. Parce qu'à tout âge, tu as le droit d'avoir des soins de santé, c'est un droit. C'est important. Puis l'âgiste, là, quand les gens te regardent, puis t'es vieille ou pas, ils vont le devenir aussi. Puis peut-être qu'ils vont être pires que nous. Fait que, non, on n'accepte pas ça. Vraiment pas.
les politiques inclusives. On en parlait, Monique. Accessibilité au logement. Très important, on manque de logement, vous le savez. C'est plus le logement. Il y a des. Ça ne marche pas, là. Il y en a vraiment plus, là, puis je ne sais pas ce qu'on va faire. Avez-vous vu, on voit de plus en plus des itinérants. Il y a des femmes itinérantes aussi. On les voit moins dans la rue, mais il y a des femmes itinérantes. Il y en a moins. Les logements sont chers, puis il y en a aussi des vieux logements très maganés. C'est dur de vivre dedans. Engagement politique, c'est important que chacune, on dise qu'est-ce qu'on pense, puis qu'on le proclame aussi. Puis quand on n'est pas content, qu'on le dise, ça ne marche pas. Moi, quand je ne suis pas contente, je dis non, je ne veux pas ça. Puis pas, il faut le faire. Accès aux soins de santé, ben, c'est important. Important d'avoir de garder l'accès aux soins de santé. Moi, quand j'ai vu la télévision, les couleurs qu'ils veulent mettre. Non, mais j'ai dit, écoute, on n'est pas à la SAC. On n'est pas à la SAC, c'est terrible, c'est une niaiseux. On n'est pas à la SAC où il y a des petites couleurs, puis tout, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas, là. Ça, on ne peut pas accepter ça. La sécurité économique, c'est important. Je vais fermer mon son parce que c'est désagréable. C'est M. Legault qui t'appelle. Ah, mais je ne parle plus. Je vais dire, attendez, M. Legault. Ce n'est pas votre tour. Juste pour dire, hier, j'avais une présentation sur les femmes itinérantes, sur l'itinérance, puis j'ai demandé la question, les femmes itinérantes, puis les personnes aînées. Il n'y a pas de chiffre là-dessus Oui, parce que il n'y en a pas beaucoup dans la région de Québec parce que c'est invisible. Ouais. Mais on arrive à un peu le déterminer. Je te le dis, je te montrerai ça. Puis, fait que la sécurité économique, c'est important. On parle de revenus viables. Vous savez ce que c'est, le revenu viable? C'est pas juste être le minimum, mais pouvoir un peu bouger, puis sortir de ton logement pour faire des choses. Puis même là, on a un spécialiste dans ça qui nous a dit qu'on ne parlera même plus bientôt du revenu viable. On va parler du revenu minimum. Tu te souviens, Anne-Sala, il est avec nous, Pierre-Claude Poulin, il pourrait venir parler de tous ces chiffres-là. Puis c'est plus 28 000, c'est 34 000 $. Parce que là, si tu ne peux pas rien faire, c'est pas une vie, là. C'est très difficile. On continue après. Tu pourras poser des questions. 34 000, c'est le salaire moyen du Québec. C'est devenu, comme tu viens de dire, le revenu viable. C'est faux. Tout augmente. Tout augmente. Est-ce qu'on continue s'il y a une continuité? Bon, les femmes aînées, le vieillissement actif. Bon. Moi, là, est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Després, qui a écrit Vieillir n'est pas une maladie? Parce que tantôt, je vais vous proposer quelque chose. Là. Vous n'êtes pas fini avec moi. Jean-Pierre Després, lui, il préconise l'activité physique. Beaucoup. Il dit que plus on fait de l'activité physique, mieux on vieillit. Mais c'est sûr que si on n'est pas trop en forme, on ne peut pas aller pédaler puis courir. Mais on le fait à notre mesure pour bouger. L'accès à l'éducation. Mais on peut bien s'éduquer partout. Là. On lit. Lire dans la bibliothèque, là, c'est un lieu d'éducation. Là. C'est un lieu magique qu'on envisage. On peut aller, puis ils vont nous aider, puis on peut aller voir un paquet d'affaires, puis on peut se faire une petite routine. Faire ça, l'engagement communautaire. Important aussi pour lutter contre l'isolement social, lutter contre les inégalités. Le soutien social, c'est important. Puis c'est important pas juste d'en avoir, mais d'en donner. Parce que si tu vois quelqu'un qui est mal pris, il ne faut pas dire « Oh, ça va me déranger, je vais prendre le couloir à côté pour être là aussi. » Parce qu'on est solidaires, hein? On est tous solidaires. On fait partie d'une collectivité. On continue.
Ah, regarde, je suis pas pire. La solidarité intergénérationnelle aussi. C'est important de ne pas trop séparer les générations, parce que sinon, on se perd. C'est important qu'on se parle, qu'on parle à des plus jeunes et puis qu'on fasse de l'inclusion sociale. C'est très important, parce qu'autrement, on se sépare des autres, puis on prend des positions. Quand ce n'est pas possible, c'est correct, mais vous avez vu les initiatives dans les RPA où ils prennent des étudiants aussi. Vous avez vu, il y a plein, puis il y a d'autres choses là, qui s'en viennent. Là. J'ai vu ça là, à Beauport. Des gens qui ont des grands appartements, puis qui ne peuvent pas tout prendre les pièces, hein, à moins d'avoir 4. Moi, je suis folle des chats. Mais ils ne sont pas tout fous des chats. Ils les louent à d'autres personnes pour faire de la collectivité. Puis j'ai entendu un député, votre député, Pascal Paradis, est-ce que c'est votre député, qui disait qu'il y avait un projet là-dessus. Parce qu'il trouvait qu'il y avait des très grands appartements à Sainte-Foy, puis que ça pourrait être partagé, puis qu'on pourrait voir comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin là-dedans. Fait qu'on Ça, c'est intéressant aussi, si je peux me permettre. oui, vas-y. C'est le fait de cohabiter avec, mettons, des jeunes étudiants qui paieraient moins cher, mais qui donneraient des services, qui assureraient certains services de soutien aux personnes aînées. C'est ça la cohabitation qui est. Hein, c'est ça, hein? Oui, puis c'était aussi, tu as une chum, tu as quelqu'un, et puis elle va avoir un logement aussi, puis tu sais que tu t'entends bien, tu as validé ça. Là. Que ça soit sécuritaire. Puis là, on peut avoir une autre personne. Puis il y a des jeunes aussi. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup expérimenté ça. Mais pourquoi qu'on ne l'expérimentera pas? Pourquoi? On peut. Les logements non abordables, ça, Monique en a parlé, je ne reviendrai pas. Puis non acceptables, ça, c'est pire. Ça, c'est des vieux logements, tout insalubres, décrépits, et puis moisis. Ça, c'est. Puis il y en a qui vivent là-dedans. À mon coin du berger, il y en a moins. Bon, tu vois, il y en a. Puis la participation économique, emploi flexible, on en a parlé. Soutien à l'entrepreneuriat. Pourquoi on ne ferait pas des petites entreprises, nous autres? Moi, je suis prête à ça. Peut-être qu'une autre idée va me venir puis que je vais le faire. La formation continue, je vous l'ai dit. Vous avez les bibliothèques, les belles bibliothèques ici. Vous savez, en lisant puis en essayant au suivant des cours à l'Université Laval. Très intéressant, l'Université du troisième âge. Accessible, c'est cher. Ouais. Bon, ben vous êtes mis peut-être à la bibliothèque. Là, ouais, mais il faudrait que je leur dise à l'Université Laval. Il faudrait leur dire, parce qu'il faudrait que les prix diminuent pour être, trouves-tu, Sonia, pour être plus accessible? Puis ça serait important. Ah oui, ça serait important. On va leur dire. Recommandations pour améliorer la qualité de vie, la sécurité économique, si on l'a dit. Pensez toujours, hein, vaut mieux avoir un peu d'argent dans sa poche, puis ailleurs, parce que ça l'aide. Logement abordable, mais ça, je pense, Monique, vous l'a bien dit, abordable, ce n'est pas 2 000 $ par mois, là, parce que là, c'est assez cher. Participation politique, parler. Quand moi, j'ai demandé à la ville une tribune pour les aînés. Ça veut dire un lieu où les aînés vont pouvoir parler et faire leurs revendications. Alors, là, il y a un conseil des aînés à la ville. Ils ont commencé, je ne sais pas si vous aviez donné votre nom, puis ils mettent le MADA, la municipalité Amis des aînés, un petit peu plus attractif puis un peu plus pour parler de la situation des aînés. Fait que ça débute. C'est pas rapide, mais ça débute. On continue. Je pense qu'on arrive à la fin. Engagement social, je vous l'ai dit. Accès aux soins de santé. Je pense qu'on a pas mal terminé.